Donc, est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas si... Ouais, donc j'ai reçu un pouce, donc excellent. On va attendre encore une petite minute que d'autres se connectent. Juste vous dire les informations suivantes. Donc, vous pourrez revisionner là, le vidéo conférence via le babillard et intranet. Il y a des détails qui vont être donnés probablement par les coms là, pour savoir où trouver le vidéo. Donc, je le répéterai à la fin là, pour ceux qui se posent des questions, mais sinon, ça va être les communications là, qui vont vous donner un peu plus de détails sur ça, mais babillard et intranet pour visionner la vidéoconférence. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas besoin de les poser via votre micro, mais écrivez-moi dans le système de chat les questions. Je vais y répondre à la fin parce que souvent, je vais peut-être répondre à une de vos questions durant le PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, puis on prendra du temps à la fin. Si jamais je ne connais pas la réponse, je vous promets, je vous reviendrai. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Système de chat. Pour ceux qui ne savent pas là, où est le chat, c'est supposé d'être dans la barre de menu que vous voyez en bas ou en haut, tout dépendant des écrans. Puis vous écrivez vos questions. Donc, on va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Renée Maude Breton, la kinésiologue à temps plein pour Urgence Santé. Donc, je fais partie de la grande équipe US depuis quasiment un an, donc en septembre. Donc, je suis à temps plein depuis le mois de janvier. Donc, je m'occupe, oui, de la kinésiologie, mais aussi des tests physiques pour les affectations, les paramédics. Je m'occupe aussi un peu de l'ergonomie parce que j'ai une maîtrise en ergonomie. Donc, ça se peut que vous me voyez pas juste en kinésiologie. Donc, aujourd'hui, je vous présente là, un PowerPoint sur les mythes et réalités sur l'entraînement et la nutrition. Donc, on commence. Première question. Les légumes surgelés contiennent moins de nutriments que les légumes frais. Donc, je me fais poser cette question-là régulièrement. Donc, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Donc, c'est sûr que oui, les légumes frais qui viennent d'être récoltés contiennent plus de nutriments qu'un légume surgelé. Mais c'est sûr que si vous avez un jardin et vous mangez bio, je vous dirais que les légumes frais sont 100 fois mieux que les légumes surgelés. Par contre, au moment où il y a la cueillette jusqu'à la consommation dans notre assiette, il se déroule beaucoup de jours, voire de semaines. Donc, à chaque jour, le légume, plus il mûrit, plus il perd ses vitamines et minéraux. Tandis que le légume surgelé est souvent cueilli et immédiatement surgelé. Donc, oui, on va perdre un peu de minéraux et vitamines durant la congélation, mais pas autant qu'un légume qui mûrit ou un fruit qui mûrit durant plusieurs jours, semaines. Donc, les qualités nutritionnelles sont souvent plus grandes dans un légume surgelé qu'un légume frais. Donc, n'ayez pas peur d'acheter des légumes surgelés ou des fruits surgelés, surtout en hiver, parce que justement, vous allez aller chercher des fois plus de nutriments puis de minéraux qu'un légume frais qui a été cueilli depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est sûr que la composition en sucre, plus les légumes fruits mûris, plus la composition du sucre est importante. Donc, ça devient un fruit ou un légume plus sucré, donc plus de sucre dans le fruit ou le légume. Une autre question. Pour apporter du calcium à notre organisme, il faut boire du lait. Donc, ça, c'est une question aussi. On entend de plus en plus les produits sans lactose. Donc, là, les gens se posent la question, est-ce que j'y vais pour un lactose parce que je vais avoir ma quantité de calcium par jour. Si j'utilise un produit sans lactose, j'élimine le calcium. Non, pas du tout. Donc, oui,
on pense vraiment qu'on fait l'association calcium, on pense absolument au lait, mais non, c'est sûr que oui, il y a une grande quantité de calcium dans un verre de lait, mais on peut aller chercher autant le calcium dans les haricots noirs, certains légumes. On pense aux légumes, les choux, les épinards. Il y en a aussi beaucoup dans les poissons, saumon, sardines. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas penser que le calcium est directement lié à une dose de fromage, yogourt et lait. Troisième question que je vais faire poser pour supprimer, est-ce qu'il faut supprimer les féculents pour perdre du poids? Donc, encore là, ça, c'est une vieille mentalité qu'on disait que les féculents faisaient prendre du poids. Donc, c'est important que quand on veut perdre une certaine masse graisseuse, c'est important qu'on n'essaie pas d'éliminer un macronutriment de son alimentation. C'est important parce que souvent, le corps va s'habituer à extraire un aliment, puis quand on va vouloir en reconsommer, le corps va avoir tendance à pas trop savoir comment l'ingérer, le digérer. Souvent, ça peut nous donner des ballonnements, ça peut nous donner des crampes intestinales, ou justement, le corps va se demander quel est l'aliment, va avoir plus tendance à stocker un peu plus les vitamines, les calories dans cet aliment-là. Donc, en revanche, qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est de mieux les choisir. Donc, c'est pas vrai qu'une pomme de terre, ça fait engraisser ou des pâtes alimentaires, ça fait engraisser aussi. C'est vraiment important que vous compreniez que c'est la quantité et souvent ce qu'on va rajouter à cette portion-là de féculents. C'est sûr que si on a un choix au magasin entre un pain blanc ou un pain multigrain, bon, on le sait de plus en plus, on en entend parler de choisir le pain multigrain ou sans gluten. Le sans gluten, c'est quoi? C'est un liant qui est ajouté à beaucoup de produits justement pour le rendre compact. Donc, le sans gluten, ça devient très poreux dans l'intestin, puis ça fait une genre de colle qui est très nocive pour la santé. Donc, si on a le choix entre des aliments sans gluten, on préfère aller vers là, même si on n'a pas d'intolérance, même si on n'est pas cœliaque. Moi, je le recommande parce que ça élimine beaucoup les problèmes de ballonnement au niveau de l'intestin. D'autres choses aussi, le riz, l'avoine, le quinoa, toutes les céréales entières qui sont non transformées, des produits non raffinés, c'est super bon pour la santé. C'est sûr qu'il faut faire attention toujours là à la quantité à laquelle on consomme l'aliment. Puis aussi, c'est rempli de fibres. Donc, les fibres vont faire en sorte que justement, on élimine bien, on garde une bonne, une bonne, comment dire, on gère bien la microbiote dans l'intestin, puis justement, ça permet d'éliminer davantage les aliments dans l'intestin et le côlon. C'est aussi, là, ça a un effet aussi de rassasiant, donc plus c'est fibreux, plus c'est rassasiant parce que ça gonfle lorsque liquide aussi avec les fibres. Comme je vous disais aussi, c'est important, c'est l'assaisonnement. Donc, c'est sûr que si on mange une pomme de terre, on rajoute du fromage, du beurre ou de la crème, ou on le mange avec du ketchup, mais c'est tous des produits, justement, qui sont plus gras, qui sont plus sucrés, salés. Donc, ça apporte beaucoup plus de calories, des mauvaises calories à l'aliment que la patate en soi. Quatrième question. Plus on transpire durant un entraînement, plus on brûle de graisse. Ça, je l'ai tellement vu en entraînement, donc des gens que j'entraînais en séance privée, puis ils me disaient, oui, mais là, l'entraînement, j'ai pas eu trop chaud. Est-ce que ça veut dire que, justement, j'aurai pas de résultat? Ou... Non, pas du tout. Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre que la transpiration, c'est vraiment utiliser, c'est une technique du corps justement pour se tempérer à l'effort qu'on lui a donné. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont transpirer plus que d'autres. Donc, c'est vraiment un mélange de génétique, de conditionnement environnemental. C'est sûr que si, par exemple, on fait du yoga chez nous dans une salle de 18 degrés versus dans un cours de yoga où la température monte à 35 degrés avec l'humidité de tout le monde, c'est sûr qu'on va avoir plus chaud. Est-ce que ça veut dire qu'on va perdre plus de gras à cause
cause de ça? Non, pas nécessairement. C'est sûr que oui, ça peut augmenter les fréquences cardiaques un peu plus, que ça demande un peu plus au corps, justement, pour perdre un peu plus d'énergie, mais en soi, c'est pas la transpiration qui fait en sorte que, on a brûlé plus de gras dans une séance, justement parce qu'on a perdu plus d'eau. Oui, ça se peut que sur la balance, on perde un peu plus parce qu'on a perdu un peu plus d'eau, mais dès qu'on va reconsommer l'eau, ben le poids de la personne va se réajuster avec l'hydratation du corps. 5e question. Soulever des poids va me donner une silhouette trop musclée. Donc, ça aussi, j'entends ça beaucoup. Donc, me faire dire, moi, tu sais, je veux pas devenir madame ou monsieur muscle parce que je m'entraîne au gym avec des poids. Sachez que les monsieur, madame muscle s'entraînent des heures et des heures par jour durant plusieurs années et ont souvent recours à des suppléments pour les aider à développer une meilleure masse musculaire. Une masse musculaire, ça se développe aussi beaucoup avec un régime d'alimentation qui est adéquat. Donc, c'est pas parce qu'on va soulever des haltères et poids 3 heures par semaine qu'on va donner monsieur, madame muscle, puis justement, les gens ont peur de faire justement la musculation, puis c'est la chose à ne pas faire justement. L'haltérophilie compte pour 70% de l'élimination des calories. Donc, sachez que 10 à 20 fois, vous brûlez 10 à 20 fois plus en faisant des exercices musculaires que des exercices de cardio. C'est important aussi qu'avoir une grosse musculature, une bonne musculature, ça demande du temps, ça demande aussi une certaine rigueur, puis ça se bâtit pas nécessairement comme ça. C'est sûr qu'on peut définir un peu, là, développer juste un petit muscle, mais prendre une certaine hypertrophie, ça demande du temps et un bon sommeil, une bonne alimentation. Donc, n'ayez pas peur de soulever des charges. Sachez que faire juste du cardio, le corps en vient à brûler la masse musculaire parce que la réserve énergétique numéro 1 lorsqu'on fait du cardio, c'est les réserves de graisse. Donc, plus on va faire du cardio, plus le corps va s'ajuster à ça en justement stockant un peu plus de gras dans le corps. Au contraire, il va vouloir brûler la masse musculaire parce que c'est une réserve d'énergie qui demande beaucoup au corps. Donc, le corps fait le choix de dire, OK, ben là, il me fait faire, exemple, 30 minutes de course par jour. Mon système pour brûler cette énergie-là me demande trop d'énergie. Donc, je vais brûler la masse musculaire. Donc, je vais ralentir mon métabolisme de base. Je vais stocker plus de gras pour justement avoir plus d'énergie durant la course. Donc, souvent, il y en a qui me disent, ben, est-ce que c'est normal que mon corps s'ajuste à mon sport? Je sens que j'ai plus de gras, je me sens plus mou, là, c'est l'expression qu'on utilise souvent. Je me sens plus mou, molle, depuis que je fais du cardio. Oui, c'est normal. Le corps, c'est une belle machine qui s'ajuste aux différents sports qu'on va lui apporter. Donc, c'est normal. Prenez l'exemple d'un sprinteur versus d'un marathonien. Ils n'ont pas du tout les mêmes physionomies, puis c'est normal parce que le corps va s'habituer au sport qu'on lui donne. Donc, le sprinteur, vu qu'il fait des courtes distances, va être fait plus en muscles, moins de gras, tandis que la personne qui fait des marathons va être très chétif, peu de muscles, mais va avoir plus un taux de gras élevé parce que c'est sa réserve numéro 1 d'énergie durant la course. Donc, laissez faire un peu les entraînements cardio, puis aller plus vers la musculation pour justement favoriser la dépense calorique durant un entraînement. Est-il mieux de s'entraîner à jeun pour perdre plus de poids? Donc, ça encore là, c'est une question que je me fais régulièrement poser. Donc, je vais vous expliquer un principe très simple. Donc, c'est vrai que lorsqu'on se lève le matin, nos réserves de glycogène et de glucides sont basses. Donc, c'est sûr qu'on a été à jeun une partie de la nuit. Donc, le corps va utiliser souvent la réserve d'énergie numéro 1, sont les lipides pour fonctionner pour l'entraînement. Par contre, le fait d'avoir l'estomac vide durant plusieurs heures ne nous aidera pas à performer 100% de l'entraînement. C'est sûr et certain. Donc, c'est sûr que si ça fait 8, 10, 12 heures qu'on n'a pas mangé quelque chose, ça va être très difficile de justement donner son 100% durant l'entraînement. Donc, on fait un calcul très simple.
Donc, supposons on prend un entraînement à jeun de 50 minutes. L'entraînement demande, par exemple, là, c'est des chiffres complètement que j'ai inventés, mais je le sais environ 50 minutes, qu'est-ce qu'on est capable de brûler. Donc, supposons qu'on y va pour 300 calories, dont 70 proviennent des lipides, donc des réserves de graisse. Si on fait un calcul, ça donne à peu près 210 calories provenant des réserves lipidiques. Donc, 210 calories qui proviennent des réserves que le corps a de stocker sur le corps pour un entraînement de 50 minutes par jour. Si on compte, au contraire, on déjeune, on va avoir beaucoup plus d'énergie, une meilleure performance. L'entraînement va demander, supposons, vu qu'on est de meilleure énergie, on demande au corps 400 calories, mais seulement 55 des calories proviennent des lipides, donc des réserves de graisse. Quand même si on fait 55 des calories proviennent des lipides, on a quand même une dépense de 220 calories sont brûlées. Donc, on voit quand même la différence là, que justement, oui, l'entraînement en jeûne est bon, mais c'est pas nécessairement, on donnera pas notre maximum, donc on n'ira pas chercher autant de calories qu'on peut dans les réserves lipidiques. Là, j'ai fait une erreur, là, j'ai écrit, vous avez donc brûlé 10 calories de plus. En fait, c'est que tantôt, mon 55 ouais, 220 calories. Mais en fait, là, qu'est-ce que je peux vous dire, grosso modo, c'est que les gens atteignent un plus vite plateau, ont moins d'énergie à jeun. Donc, souvent, au lieu de faire un entraînement, exemple, de 1 heure, 1 heure 10, ben, au bout de 50 minutes, là, l'intensité baisse beaucoup. Même s'ils veulent faire 1 heure, ils sont peut-être rendus à 50 de leur intensité maximale. Tandis que si on déjeune, on va donner notre 100 puis des fois, on est capable de faire des séances plus longues, mais au contraire, on donne beaucoup plus d'énergie durant le workout. Question que j'ai eue d'un paramédic maintenant. Donc, je crois que le gain de poids est plutôt illusoire pour nous, les ectomorphes. Est-ce que c'est vrai que le maintien de notre masse musculaire est plus important? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un ectomorphe? Un ectomorphe, c'est une personne qui a de la difficulté à prendre du poids. Donc, souvent, on le retrouve un peu plus chez les hommes que les femmes, mais il y en a quand même chez les femmes. Donc, c'est quelqu'un qui a beau manger, il a de la difficulté à prendre du poids, puis au contraire, s'il tombe malade, ben, il peut perdre, avec une grippe, il peut perdre 10 livres facilement, puis c'est difficile de regagner le poids. Donc, c'est sûr qu'un ectomorphe va avoir plus de difficultés à prendre et du gras, mais aussi à prendre de la masse musculaire. Tandis qu'un mésomorphe ou un endomorphe, eux autres, ont plus de facilité. Un mésomorphe, c'est quelqu'un qui prend facilement de la masse musculaire, mais aussi facilement du gras. Donc, une personne, supposons, qui est en prise de masse musculaire, va prendre, exemple, 2 livres de masse musculaire, mais va s'accompagner avec 1 livre de gras. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle mésomorphe. Endomorphe, au contraire, c'est ce qu'on dit souvent, c'est je regarde un paquet de biscuits, j'engraisse. Ça, c'est des personnes qui prennent du gras facilement. Donc, endomorphe, supposons, va s'entraîner pour perdre du poids, va avoir plus de difficultés qu'un mésomorphe ou un ectomorphe. Donc, son métabolisme est un peu plus lent que la moyenne et que les autres métabolismes, comme l'ectomorphe ou le mésomorphe. Par contre, si l'entraînement pour un ectomorphe est accompagné d'une alimentation haute en calories, c'est possible de créer une masse musculaire. Donc, c'est pas vrai que quelqu'un qui est maigre va rester maigre. C'est sûr qu'il va devoir doubler d'efforts au gym ou à l'alimentation, mais c'est sûr que c'est très faisable. C'est sûr que ce qui est important pour un ectomorphe, c'est le repos entre les entraînements. Donc, un ectomorphe qui s'entraîne 6 fois semaine, c'est sûr que c'est une trop grande dépense calorique pour lui. En plus que son métabolisme est plus accéléré que la normale, avec ses journées de travail, avec ses journées d'activité, ça demande trop de calories pour le corps. Donc, souvent, le corps va avoir de la difficulté à créer de la masse musculaire. Donc, pour un ectomorphe, souvent, je vais leur dire de s'entraîner maximum 3-4 fois semaine, mais si on y va pour un 4 fois semaine, c'est pas plus que 45 minutes et le repos entre chaque série est très important. Donc, on veut pas augmenter trop les fréquences cardiaques justement pour avoir une plus grande dépense énergétique. Donc, les temps de repos entre les séries sont importants et le temps de repos entre les entraînements aussi est très, très, très important.
En vieillissant, c'est sûr qu'à partir de l'âge de 40 ans, le métabolisme d'un homme ralentit. C'est sûr que les ectomorphes, le corps va préférer, comme j'expliquais tantôt, toujours le corps va préférer perdre une masse maigre parce que c'est plus, ça demande plus de carburant pour le corps. Donc, ça demande plus d'énergie de faire fonctionner un muscle que une livre de gras. Donc, c'est sûr que le corps va avoir tendance à éliminer beaucoup plus la masse maigre, mais c'est sûr qu'en vieillissant, ce qu'on essaie de plus possible, c'est de manger pour garder cette certaine masse musculaire. C'est très possible que des gens ectomorphes de 50, 60 ans soient capables de créer de la masse musculaire, mais c'est pas, ils sont pas capables d'en créer autant que les mésomorphes et les endomorphes. Donc, c'est sûr que oui, c'est un travail acharné pour le reste de sa vie, souvent s'il veut se maintenir en bonne condition avec une bonne masse musculaire, mais l'alimentation reste la clé, autant pour l'endomorphe, autant pour le mésomorphe, autant pour l'ectomorphe. Comme je disais tantôt, l'alimentation est 90% des résultats la plupart du temps pour une perte de poids ou au contraire pour une augmentation du poids. Donc, encore une fois, pour ralentir ce processus, il faut continuer à s'entraîner en suivant les phases différentes d'entraînement. Donc, hyper important pour un ectomorphe de ne pas juste faire de l'hypertrophie. Il faut faire les cycles d'entraînement, donc changer de l'endurance à l'hypertrophie, à la force. Donc, c'est hyper important de suivre des phases. Ça, c'est pas juste pour l'ectomorphe, c'est aussi pour l'endomorphe, c'est aussi pour le mésomorphe. Donc, c'est important de respecter des phases d'entraînement parce que le corps est une belle machine qui s'habitue à ce qu'on lui donne. Donc, quelqu'un qui lève toujours les mêmes charges, ça ne devient plus un challenge pour le corps. Donc, si je vois une personne qui fait un exercice du leg press avec 4 plates de chaque côté, puis ça fait 6 ans qu'il fait ça, pour le corps, c'est plus demandant. Donc, c'est pour ça que c'est important de changer souvent son programme. Je dis souvent, selon les phases d'entraînement, l'endurance, on peut tenir ça. On peut tenir un programme durant 8 semaines. Pour l'hypertrophie aussi, mais pour la force, c'est 4 à 5 semaines parce que c'est très demandant pour le système nerveux, mais c'est important de varier ses entraînements. Une autre question de Alain. À la réouverture des gyms, j'aimerais me mettre sur la créatine. Question de m'aider à reprendre les pertes acquises durant le confinement. Tu en penses quoi? Donc, la créatine, on a longtemps pensé que c'était un stéroïde là, ou que c'était dangereux pour le corps. Au contraire, c'est un acide aminé qu'on retrouve naturellement dans les aliments, surtout dans les viandes. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'est la créatine, donc c'est présent naturellement dans l'organisme, puis c'est synthétisé par les reins, le foie, le pancréas. Donc, la créatine peut être apportée dans les aliments. Donc, on en retrouve là, quotidiennement dans nos aliments. Donc, c'est pas quelque chose qui est dangereux pour le corps. C'est sûr que si on la consomme plus que la dose recommandée, ben tout ce qu'on va faire, c'est faire plus travailler les reins. On va l'éliminer naturellement. Donc, la créatine a la propriété d'augmenter la force musculaire en fonction du type d'effort de l'individu. Cette augmentation-là se situe entre 5 à 15 bon, selon les études. Il faut cependant distinguer la prise de créatine à court terme et à long terme. Donc, c'est sûr qu'à court terme, souvent, c'est sûr que c'est suivi d'un gain de poids parce que la créatine, le corps va rétentionner plus d'eau, puis c'est normal parce que la créatine, justement, doit agir avec le H2O pour être bien métabolisé. C'est sûr que dès qu'on arrête la créatine, on va perdre le poids. Donc, le poids n'est pas réellement de la masse musculaire, c'est vraiment une rétention d'eau qu'on gagne à cause justement de l'ajout de la créatine. À long terme, c'est sûr que le gain de force va permettre de s'entraîner plus lourd et prolonger plus les entraînements. Donc, la créatine, je le suggère, mais sur une longue période. C'est important de dire que la créatine ne crée pas de la masse musculaire, mais va t'aider à lever plus lourd, à pousser plus durant tes entraînements. Donc, de ce fait, tu vas créer des nouvelles fibres musculaires, mais c'est pas la créatine. La créatine va t'augmenter ton poids à cause de la rétention d'eau que cet acide aminé-là va t'apporter.
C'est important aussi la créatine. Bon, il y a plusieurs gens qui vont dire, est-ce que c'est bon de le prendre avant l'entraînement, durant l'entraînement, après l'entraînement, au contraire, durant les journées off. Moi, je le conseille toujours avant l'entraînement. Ça peut être bon aussi après l'entraînement parce que, justement, vu que le corps a puisé beaucoup de vitamines et minéraux durant l'entraînement, ben, les récepteurs vont être plus prêts à, justement, utiliser la créatine. Donc, moi, je le conseille avant, mais ça peut être fait après l'entraînement. Ça, c'est à la guise des personnes, sans problème. C'est important aussi pour les ectomorphes de boire, de consommer la créatine, même dans les journées off. Donc, ça peut être utilisé durant les repas sans problème. Maximum 5 grammes de créatine aussi. Donc, quelqu'un qui me dit, ah, moi, je prends 2-3 scoops, c'est à peu près 10-15 grammes de créatine, ça sert à rien. Donc, tu jettes le produit aux poubelles, tes reins vont l'éliminer. Donc, habituellement, là, un humain, c'est 3 grammes de créatine par jour, mais avec l'entraînement, on peut aller jusqu'à 5 grammes. Donc, on peut se rajouter un 5 grammes de créatine dans notre eau BCA, choses comme ça, durant l'entraînement, avant l'entraînement ou après l'entraînement. Mais pas besoin d'en consommer plus parce que c'est vraiment un gaspillage de produits. Les reins vont l'éliminer. Donc, comme je disais tantôt, là, la créatine ne construit pas de nouvelles fibres musculaires. C'est vraiment important. Là. Ça va justement aider à apporter à, à augmenter l'effort dans le gym, donc augmenter l'intensité. Donc, c'est ce que joue la créatine et le rôle de la créatine. Donc, une question de Karine. J'aimerais que tu parles de la perte de poids. Donc, la perte de poids, c'est un gros sujet. Donc, ce que j'ai à dire sur la perte de poids, donc comme je l'ai mentionné plus tôt, la perte de poids, c'est sûr que c'est lié 90% du temps, c'est l'alimentation. Donc, quelqu'un qui s'entraîne 6 jours semaine, mais qui mange mal, je suis pas mal sûre qu'il ne perdra pas de poids. Ça se peut qu'il en perde un peu au début, mais après ça, le corps n'en perdra plus. Donc, 90% de la perte de poids se passe par l'alimentation. C'est important que l'alimentation soit prise en considération. Donc, quelqu'un qui ne s'entraîne pas, mais qui mange, qui change sa façon de s'alimenter, va perdre du poids. Donc, encore là, c'est sûr que tout dépendant des personnes, si c'est ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, c'est sûr qu'il va y avoir peut-être une perte de masse musculaire s'il n'y a pas d'entraînement, mais habituellement, c'est plus de gras. Donc, c'est sûr que aussi, le fait de bouger plus et de s'entraîner va augmenter la dépense calorique, mais ce n'est pas nécessairement l'entraînement qui va faire en sorte que tu perds du poids. Donc, 90%, je le répète, 90% de la perte de poids se passe par l'alimentation. Donc, comment savoir si on a une saine alimentation? Donc, les trucs que je pourrais donner, c'est minimum 3 fois par jour, on doit retrouver une source de protéines dans notre alimentation. Donc, les protéines, c'est les viandes, c'est les œufs, c'est les poissons, c'est les produits laitiers. Donc, retrouvez ça autant dans votre déjeuner, votre dîner et votre souper. Si vous ajoutez là-dedans des collations, encore mieux. Donc, c'est vraiment important d'avoir une source de protéines dans notre repas. C'est sûr que aussi, la source de protéines doit être accompagnée toujours de légumes pour ajouter des fibres. Je l'ai expliqué tantôt, c'est important qu'on consomme des fibres pour notre transit intestinal. C'est très, très important parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on élimine les déchets de l'organisme, puis qui va nous créer une satiété durant nos repas. C'est important aussi de consommer des bons gras comme des noix, des jaunes d'œufs, des avocats, des huiles durant nos repas, puis aussi de consommer modérément des glucides selon notre dépense calorique. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a un travail hyper sédentaire est assis toute la journée, conduit au travail avec son auto pour aller travailler, donc est assis, arrive le soir, oui, cuisine, mais s'assoit le reste de la soirée. C'est sûr que sa dépense calorique n'est pas très grande. Donc, la consommation de glucides va être un peu moins importante que quelqu'un au contraire qui bouge beaucoup, qui s'entraîne. Donc, ça aussi, comme je vous ai dit, ayez pas peur de manger des glucides, sont importantes, mais faites attention à la consommation. Donc, si vous mangez un spaghetti puis vous mangez
le double de pâte, c'est sûr que votre corps va aller stocker les réserves d'énergie en trop qui ne sont pas utilisées par l'organisme. C'est important aussi d'être actif. Donc, même si vous avez un travail sédentaire, vous êtes assis toute la journée, c'est important au moins de se lever à chaque heure. Prenez des détours pour aller aux toilettes, au photocopieur. Prenez les marches d'escalier le plus possible. C'est bon, là, si vous prenez l'ascenseur 2 fois durant la journée, pourquoi pas utiliser les escaliers justement pour se rendre au premier ou au quatrième étage. Sur l'heure du midi, déjà que vous êtes assis, tout l'avant-midi. Pourquoi aller vous asseoir dans la cafétéria? Amenez votre lunch, allez jusque dans un parc pour manger votre lunch. Allez vous entraîner sur l'heure du midi. On a 1h30 de dîner. Donc, allez bouger, allez vous entraîner. Il y a des studios de yoga, il y a un studio de CrossFit, il y a des gyms à côté du travail. Donc, je sais aussi qu'il y avait des clubs de course, des clubs de marche le midi. Allez marcher avec vos collègues. Donc, bougez le plus possible. Donc, pour moi, il y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvaises combinaisons. Donc, il pleut, amenez votre parapluie. Il fait froid, mettez-vous un meilleur manteau d'hiver avec des gants. Donc, en fait, arrêtez de vous donner des excuses parce que la seule personne, puis ça, je le répète souvent, la seule personne qui sabote qui sabote là, en fait, les résultats, c'est vous-même. Donc, dans la vie, on a le choix d'être un guerrier, de se lever le matin, de faire le plus possible attention à soi, de contrôler notre apport calorique, de bouger ou justement de saboter. Puis ça va apporter aussi des comportements. Quand on sabote, on n'est pas fier de soi, on est moins actif au travail, on est moins fier de soi, on travaille moins bien. Donc ça engendre un paquet de sentiments qui est hyper dévastateur pour l'être humain, autant mentalement que physiquement. Donc, vous êtes la seule personne responsable de, de vos bons coups, de vos bons coups ou mauvais coups. Donc, c'est important de justement qu'on se lève le matin, d'avoir une routine très saine pour l'organisme. Ça aussi, je le dis souvent, les gens sont peu connectés. Donc, l'esprit, le corps est très peu connecté. Donc, on pense à ce qu'on doit faire aujourd'hui, on pense à nos rendez-vous, on pense à ci, mais on oublie beaucoup de notre belle machine qui est le corps, qui continue à filtrer notre sang, les pulsations cardiaques. On oublie de faire attention à notre machine. On lui donne un paquet d'aliments qui sont nocifs sans penser vraiment quel est le besoin du corps actuellement. Donc, on a faim, on va manger un sac de chips avec une barre de chocolat, alors que tout ce que le corps demande, c'est des nutriments puis des bonnes calories pour continuer à filtrer le sang, la respiration, des choses comme ça. Donc, moi, je le dis souvent aux gens, connectez-vous l'esprit et le corps parce que l'esprit prend trop pour acquis le corps, puis ça, c'est dommage. Donc, votre meilleur allié, c'est votre corps, c'est votre machine. Donc, pourquoi se procurer une belle auto si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous? La personne la plus importante, c'est vous. Donc, souvent, les gens vont utiliser le sabotage comme première façon d'agir, mais recentrez-vous sur vous et faites attention à vous. Vous avez une belle machine entre les mains, vous pouvez faire n'importe quoi pour y réussir. Si on vient au PowerPoint, finalement, le sommeil et l'hydratation sont des choses tellement importantes. Donc, quelqu'un qui travaille de nuit, c'est correct, le corps va s'habituer. Mais un travailleur de nuit qui jauge entre je travaille de nuit, je me couche le jour et là, la fin de semaine, j'essaie de reprendre un mode de vie un peu plus de jour, donc je dors moins. C'est hyper néfaste pour le corps. La sécrétion aussi d'hormones va être tellement perturbée. Donc, si vous travaillez de nuit et dormez de jour, essayez d'avoir le plus possible ce beat-là, même la fin de semaine, même vos journées de congé. C'est comme ça que vous allez réussir à maintenir un poids plus stable, puis vous allez être moins fatigué, puis vous allez être capable de plus récupérer. Donc, le corps s'habitue, mais si vous jaugez toujours entre un beat de jour et de nuit, il ne sera jamais capable de s'habituer. Donc, là arrivent les problèmes de santé.
Pour l'eau, donc souvent les gens me disent, mais je dois boire combien? Ou sinon, ils me disent souvent, ben là, je vais toujours aller aux toilettes. Donc, premièrement, la vessie, c'est un gros ballon, elle s'habitue. Donc, c'est sûr que les premiers temps, on a beaucoup envie, on va souvent à la toilette, mais ça, la vessie s'habitue. Puis pour calculer environ là, la consommation d'eau, faites le calcul suivant. Donc, le poids en livres fois 0,55 pour les gens sédentaires ou 65 pour les gens actifs, divisé par 33. Donc, pourquoi 33? Parce que 33 onces dans un litre. Donc, supposons, moi, je pèse 145 livres, je suis une personne active, donc je fais fois 0,65 65 et je divise par 33, ça me fait à peu près 3,2 litres par jour. Donc, 3,2 litres par jour, c'est cette grandeur de bouteille-là fois 3. Donc, c'est sûr que la majorité des gens, des fois, ils vont me dire, ben oui, j'ai bu un repas puis je suis allée à la toilette une fois dans la journée, c'est pas assez. Donc, une personne là, normale devrait minimum boire 2 litres d'eau par jour. Donc, si vous avez de la difficulté à boire, premièrement, traînez votre gourde d'eau avec vous. Et deuxièmement, je vous dirais, entre chaque repas, buvez un 500 millilitres d'eau. Donc, je sais qu'il y a plein de trucs. Il y a des cadrans qui existent. Il y a des applications sur les cellulaires. Il y a même des gouttes qui clignotent quand c'est le temps de boire. Donc, armez-vous de trucs qui vont vous faire boire parce que l'eau est très importante pour le corps et pour la perte de poids surtout. Donc, question là, que j'ai pas pu ajouter dans les réponses directement dans le PowerPoint, mais je vais vous répondre là, directement comme ça. Des questions de Ron. Quels sont les points importants à surveiller sur les étiquettes? Donc, les étiquettes nutritives, ce qui est important, puis ça, c'est vraiment là, des choses qu'on devrait apprendre à l'école, mais malheureusement, on ne l'apprend pas. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder sur une étiquette? Donc, souvent, les gens vont me dire, ah, ben c'est une bonne barre tendre, il y a juste 140 calories. Mais c'est 140 calories de quoi? Donc, si c'est 140 calories juste de sucre, non, ce ne sera pas une bonne barre tendre. Donc, souvent, c'est pas trop, souvent, on nous apprend à regarder les calories, mais c'est pas ça du tout qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, là, c'est vraiment la composition des macronutriments de la barre. Donc, par exemple, mais de l'aliment. Donc, on regarde les lipides, on regarde les glucides, on regarde le sucre, puis on regarde les protéines. Donc, ça, c'est les 3 protéines, glucides et lipides, c'est les 3 macronutriments qu'on regarde principalement dans un aliment. Donc, comme on peut voir, cette barre-là est composée principalement de glucides, puis en plus d'être consommée de glucides, 13 grammes sur 23 grammes est composée de sucre raffiné. Donc, la barre, majoritairement, les calories sont du sucre blanc. Donc, on se dit, bon, ben, cette barre-là, finalement, n'est pas très bonne pour la santé. 1, parce qu'il y a beaucoup de sucre. 2, parce qu'il n'y a quasiment pas de protéines. Donc, ça ne serait pas un produit que je pourrais recommander. Donc, prenez le temps de regarder les étiquettes et de comparer les produits dans un magasin. Donc, laissez tomber les calories, regardez la composition des macronutriments. Si vous voulez aller un peu plus poussé, s'il y a 2 produits qui se ressemblent, là, vous pouvez regarder, bon, pour le sodium, pour la composition, les lipides, est-ce que c'est des gras trans, est-ce que c'est des gras saturés? Vous pouvez regarder s'il y a des vitamines, du calcium, des choses comme ça. Mais si vous voulez là, y aller rapidement, les macronutriments, ce qui est en gras, ce qui est le plus important, lipides, glucides, protéines. Et dans les glucides, quelle est la proportion de sucre dans les glucides? C'est ce qui est important. Quelle application? Non. Comment déterminer les bonnes quantités pour les portions? Ça, c'est sûr que c'est très là, subjectif pour chacun. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui pèse 120 livres versus quelqu'un qui pèse 240 livres, les quantités vont être très différentes. Donc, ce que je recommande souvent, c'est soit d'avoir un rendez-vous avec un kinésiologue, un nutritionniste, diététiste ou naturothérapeute qui va pouvoir vous aider justement à savoir quelle est la bonne portion, la quantité à manger, parce que c'est sûr qu'on devient un peu mêlé dans tout ça. C'est sûr que dans votre assiette, vous devez avoir plus de légumes que la protéine, que des lipides,
que des glucides. La deuxième chose que vous devez avoir plus, puis ça j'en ai parlé tantôt aussi, selon votre dépense calorique, c'est des protéines. Donc les protéines, c'est la viande, c'est les œufs, c'est le poisson, c'est les produits laitiers. Ensuite, tout dépendant de votre dépense calorique, les glucides sont importantes. Donc, une portion de riz, si vous avez un travail un peu plus actif, avec une dépense active, vous êtes ectomorphe. Donc, les glucides doivent faire partie de votre assiette aussi. Finalement, les lipides, donc c'est les gras, ça, il faut faire attention, mais il faut en consommer, c'est très important, mais il faut faire attention parce que c'est très calorique. Donc, ça fait partie d'une petite partie de notre repas. Donc, c'est important de les inclure aussi, de ne pas avoir peur d'en manger. Quand les gens me rencontrent aussi, ça, je voulais en glisser un mot, moi, je fonctionne beaucoup avec le groupe sanguin de la personne. Donc, l'alimentation, pourquoi on se développe, pourquoi certaines personnes ont des intolérances, pourquoi d'autres personnes engraissent plus rapidement, pourquoi moi, je travaille beaucoup avec le groupe sanguin de la personne. Donc, les groupes A est plus provient plus des groupes agriculteurs, donc ont plus de facilité à ingérer des glucides, tandis que les groupes O, c'est les chasseurs-cueilleurs, eux autres, ont la difficulté un peu plus à ingérer les glucides, donc vont avoir plus souvent une résistance à l'insuline, mais vont mieux tolérer pour mieux ingérer puis bien absorber les gras, les viandes, les choses comme ça. Tandis que les groupes A vont justement avoir plus de difficultés à ingérer les viandes sauvages ou les viandes transformées comme le jambon, les choses comme ça. Donc, si vous voulez aller lire sur ça, groupe sanguin et alimentation, je vous le conseille. Sinon, vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer là, tout ce que j'ai des descriptions. C'est sûr qu'il va y avoir des aliments à éviter, des aliments neutres, puis des aliments à justement intégrer. Prenez-en, laissez-en. Si la feuille vous dit que d'éliminer les champignons et vous adorez les champignons, puis vous sentez que ça ne vous crée pas d'inconfort, gardez-le dans votre alimentation. Mais allez lire sur ça. Je trouve que c'est très, très, très important de connaître notre bonne alimentation selon notre groupe sanguin. Quelle application recommandez-vous pour le tracking? Le tracking, bon, il y en existe plusieurs, là, mais moi, je trouve que celle qui est le plus complète, c'est MyFitnessPal. En plus de pouvoir scanner l'aliment qu'on a. Donc, si on ne le retrouve pas dans le tableau, on peut juste scanner le code barre de l'aliment, puis la fiche descriptive sort au complet dans l'application. Donc, je trouve que c'est une application qui fonctionne très bien. S'il y en a qui connaissent d'autres applications, je sais qu'il y en a qui fonctionnent bien avec les montres intelligentes. Allez-y. C'est sûr que, bon, faut pas non plus virer fou là, à calculer au gramme près, mais je trouve que pour point de départ, pour connaître un peu là, le nombre de calories qu'on ingère dans une journée et les macronutriments dans l'aliment, je trouve que c'est une application qui fonctionne très bien, puis c'est facile aussi d'utilisation sur son cellulaire. Question aussi que j'ai eue de Ron, quel est le pourcentage recommandé pour le cardio et quel est le pourcentage pour la musculation? Donc ça, j'en ai parlé aussi. C'est vraiment faut privilégier la musculation davantage. Donc, le cardio, souvent, oui, travailler, faire du cardio en HIIT. En HIIT, ça veut dire que justement, on fait des intervalles, donc des intervalles de sprint ou des intervalles de haute intensité versus des petits moments de récupération va venir favoriser la dépense calorique. Mais la musculation reste la clé pour que ce soit pour un gain de poids au niveau de la masse maigre, mais aussi pour une perte de poids. Donc, n'ayez pas peur de faire de la musculation. Ce que je recommande souvent, bon, on peut y aller pour 3 fois semaine, on fait de la musculation, puis une fois semaine, on fait du cardio ou on peut faire un 15 minutes de cardio après l'entraînement, puis 45 minutes de musculation. On peut aussi faire de la musculation en circuit. Donc, oui, c'est de la musculation, mais ça va venir travailler le cardio parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps de pause, puis ça va créer un essoufflement. Donc, on combine les deux, mais le corps axe davantage sur la musculation durant les entraînements en circuit. Est-ce permis d'avoir une journée de trichage et à quelle fréquence? Donc, les journées de trichage, il faut faire attention à ça.
Parce que pour moi, si on a besoin d'avoir une journée de trichage, c'est que justement, on est loin d'être dans une alimentation qui est saine. Quelqu'un qui a un mode de vie sain aura pas nécessairement envie d'aller tricher. Oui, c'est trichage, quelqu'un qui décide de bien manger puis faire sa pizza maison avec une croûte, utilise un fajitas, utilise des viandes maigres, utilise du fromage sans lactose, fait blanc gras avec des légumes, pour moi, c'est pas un trichage. C'est sûr que s'il y a un besoin de manger juste du restaurant, de la bouffe grasse, c'est justement parce que peut-être que son alimentation est trop restrictive. Pour les gens qui veulent vraiment savoir qu'est-ce que j'en pense, c'est sûr que moi, je dis, si tu es capable d'établir ton alimentation à 100%, un repas par semaine, tu peux te permettre 2 coupes de vin avec un bon repas où justement tu calcules rien et tu peux te rajouter un petit dessert santé. Mais il faut faire attention, il ne faut pas aller chercher justement un repas 3000 calories de trop, puis justement, on va devoir travailler toute la semaine pour perdre ce repas-là. Puis là, hop, le vendredi, on remange 3000 calories. Le corps va juste stagner. Donc, ce que je dis souvent aux gens, c'est commencer par instaurer un mode de vie sain, ayez des bonnes habitudes, puis une fois de temps en temps, vous intégrerez un repas qui est un peu plus hors, hors, euh, hors plan alimentaire, mais faites attention à la friture, aux trop grandes consommations de sucre parce que ça va vous freiner carrément vos résultats. Comment distinguer la faim gourmandise et la vraie faim? Et comment distinguer si on a assez mangé? Comment écouter son corps? Donc ça, c'est sûr que c'est comme je vous dis, il faut connecter le cerveau avec le corps. Puis ça, c'est la première mission lors d'une perte de peau, d'un gain de masse. Vraiment, là, connecter, savoir quand est-ce qu'on a faim. Donc, si on mange notre repas, puis après le repas, on a faim, souvent, c'est les hormones, la gréline et la leptine. Donc, la gréline, c'est l'hormone qui va dire au cerveau, là, maintenant, j'ai faim, donc qui va nous donner là, envie de manger. Quand on commence à manger, la gréline va diminuer, puis la leptine va être sécrétée pour justement nous dire, là, c'est assez, on a assez mangé. Souvent, quand on n'écoute pas, quand on est insensible un peu, on ne distingue pas là, vraiment la leptine. Donc, on continue à manger, puis on mange vite. Donc, la leptine, ça peut prendre 20-30 minutes avant qu'elle soit entendu par le corps. Donc, en 20-30 minutes, on a le temps de manger beaucoup de nourriture jusqu'à temps que, oups, là, c'est trop, puis on a trop mangé, puis là, on digère tout croche. Donc, c'est important, un, de manger lentement, deux, de s'hydrater. Donc, souvent, on distingue mal la gourmandise et l'hydratation. Donc, si on a mangé notre repas, on a encore faim, buvez 500 ml d'eau. Est-ce qu'après 20-30 minutes, j'ai encore faim? Donc, peut-être que j'ai besoin de manger encore. Mais généralement, si vous suivez le plan alimentaire, les bonnes portions, vous ne sautez pas de repas, vous mangez à des timings qui sont quasi pareils à chaque jour parce que le corps, même si l'être humain n'aime pas la routine, le corps aime la routine. Donc, si on mange à des timings de toujours la même heure à la même journée, on ne devrait pas avoir trop de gourmandise. Donc, mais la clé, c'est vraiment écouter son corps le plus possible puis apprendre à l'apprivoiser parce que, justement, si durant des années, on a donné comme liquide des boissons gazeuses, puis on a mangé des aliments qui sont faibles en nutriments, ben là, il faut apprendre à connaître son corps parce qu'on ne l'a pas écouté durant des années. Donc, c'est le petit truc que je pourrais vous donner. Puis, justement, là, à force de bien manger puis écouter son corps, on va être plus réceptif justement à la gréline et la leptine qui sont sécrétées là, durant la faim ou la satiété. Donc, sur ça, est-ce que vous avez, là, je vais aller voir les commentaires que les gens m'ont écrits. Donc, bon, oui, la présentation est enregistrée. Comme je l'ai dit en début, ça va être, vous aurez le lien là, directement sur le Babia ou intranet.
Mais sinon, les communications vont vous donner un peu plus de détails. Là, ça reste à peaufiner encore un peu. Mais Babillard et Intranet, la vidéoconférence est enregistrée. Donc, à tout moment, vous pourrez la réécouter. Les fameux racks à biscuits. Donc, je sais, Jean-Alexandre, tu as de la difficulté avec ça. Donc, je sais que souvent les gens vont me dire, ah, c'est difficile là, parce que j'ai des enfants, j'achète des biscuits, mais pourquoi, si vous voulez pas en consommer vous-même, pourquoi vous en achetez à vos enfants? Tu sais? Pour moi, ça a un non-sens. Trouver justement une collation qui est autant favorable pour vous que pour vos enfants, que ça soit fait maison, où ils vendent des choses, Costco, dans les boutiques d'aliments naturels, ils vendent de plus en plus des collations qui sont hyper bonnes pour la santé. Donc, pourquoi acheter ça si vous-même, vous avez de la difficulté? Pourquoi donner ça à ses enfants? Moi, pour moi, c'est un non-sens. Donc, trouver une collation ou un repas qui est autant favorable pour vous, puis donnez-le à votre enfant. Donc, ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner si vous avez de la difficulté avec certains produits, là. C'est pas vrai que ça fait du bien à votre enfant si ça fait du mal à vous. As-tu un outil quelconque pour calculer l'apport calorique de ce que nous consommons ainsi que les calculs de portions? Donc, ça aussi, là, c'est ça. Comme je disais, c'est vraiment, je peux vous conseiller l'application My Fitness Pal. Je trouve que c'est l'application qui est la plus complète, mais certains vont fonctionner avec d'autres, puis ça peut être bon. Ce que j'aime de Fitness Pal, c'est que tu peux scanner le code barre de l'article, puis la fiche nutritive va sortir facilement. Puis, la banque de données aussi de FitnessPal est très grande, donc c'est facile de calculer. Mais encore là, il faut faire attention aussi, là, ça a été un sujet cette semaine avec une de mes collègues de travail, la montre intelligente. Faites attention à ça. Tu sais, souvent, je vois des gens qui me disent, ah, durant l'entraînement, j'ai dépensé 700 calories. C'est quasiment impossible. Donc, fiez-vous pas nécessairement à une montre intelligente. OK? Donc, c'est sûr que oui, il y en a qui sont quand même assez bonnes, là, mais c'est pas toutes les montres qu'il faut suivre à la lettre. Tout ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui a un mode de vie actif devrait faire en moyenne 10 000 pas par jour. Donc, si vous voulez vous acheter une montre, regardez vos nombres de pas. C'est sûr que si vous faites un mouvement répétitif, c'est sûr qu'il y en a des montres qui s'actionnent juste en faisant un lever de bras, là, mais en moyenne 10 000 pas par jour. Donc, si à la fin de votre journée, vous êtes à 2 000 pas par jour, ouh là là, vous êtes loin de la grande dépense calorique. Donc, allez marcher le midi, allez marcher le matin. Si c'est 20 minutes le matin, faites-le. Faites-le le plus possible. Si vous avez des animaux, utilisez-les pour justement aller marcher. Si vous avez des enfants, bougez la fin de semaine le plus possible, mais soyez actifs. Comme je vous dis, fiez-vous pas nécessairement aux calories perdues, mais fiez-vous à la dépense calorique au niveau des pas. Ça, c'est super important. Pour ce qui est de la consommation, le calcul des portions, comme je vous dis, ça, c'est vraiment c'est propre à chacun. Donc, ça, je vous conseille vraiment d'y aller un peu plus spécifique par un professionnel de la santé, que ce soit diététiste, nutritionniste, naturopathe, naturothérapeute, kinésiologue. On va être capable un peu plus, selon votre poids, selon votre activité physique, savoir un peu plus combien de protéines, lipides, glucides vous devez consommer durant la journée. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Bon, Jean-Alexandre, tu devrais nous faire des zooms de motivation. Bon, tout à fait. Ouais, c'est sûr que là, c'est la première fois qu'on le voit. On le fait, en fait, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, si il y en a qui ont des idées par rapport à ça, c'est sûr que ça serait intéressant qu'on reproduise l'expérience sans problème. Donc, quand je fais le calcul pour l'eau, ça donne 3,7 litres. Est-ce que tu comptes le café, thé? On oublie le vin. Oui, on oublie le vin. Café, thé. Faut faire attention, le café, ça déshydrate. Donc, si on boit un café, on ne doit pas considérer ça comme de l'eau du tout. Donc, on enlève le café de l'hydratation. Donc, quelqu'un qui boit juste un café par jour puis ne consomme pas d'eau, on calcule pas ça du tout pour désaltérant. Le thé, il faut faire attention aussi s'il y a de la théine, c'est aussi dans la même les mêmes facteurs que le café, là, on ne considère pas ça pour
une hydratation, tandis que la tisane, oui. Donc, café, thé, on annule ça, on ne les compte pas dans la quantité d'eau consommée durant la journée. OK. Pour le pouls, est-ce qu'il y a un target pour un bon workout? Donc, ça, encore une fois, non, pas nécessairement. Si je prends par exemple, moi qui, là, présentement, est à 47 au repos, et je peux même descendre à 42 la nuit. C'est sûr que moi, à 160, je vais être hyper fatiguée. Ça va être difficile. Tandis que quelqu'un qui a un pouls à 90 au repos, souvent va être capable d'augmenter un peu plus que moi. Donc, il n'y a pas de target. Ça dépend vraiment de la personne, à combien elle est au repos. Ça dépend ça dépend aussi de sa condition physique. Est-ce que c'est quelqu'un qui commence à s'entraîner ou c'est une élite qui s'entraîne depuis des années? Ça aussi, c'est propre à chacun. C'est un peu difficile à répondre, mais c'est sûr que quelqu'un qui est à 80 80 pulsations cardiaques au repos par minute, faut pas hésiter à monter à 130, 140, il n'y a pas de problème. Mais si c'est quelqu'un, justement, comme moi, qui est à 47 en ce moment de pouls par minute, ben c'est sûr que moi, je le sais qu'à 160, 170, je vais être très fatiguée, tandis que certains vont être capables de parler puis il n'y aura pas de problème. Donc, apprendre à écouter son corps aussi, c'est important. C'est pour ça qu'une montre intelligente, souvent, ça nous dit nos fréquences cardiaques, mais c'est pas grave si on n'en a pas, mais faut pas nécessairement se fier à ce qui est écrit sur les étiquettes de gym, sur les machines cardio, là, qu'il faut pas dépasser un nombre. C'est sûr que ça, c'est vraiment, là, c'est pour se protéger un peu que la machine cardio va faire ça, mais justement, comme je dis, ça dépend du pouls-repos, ça dépend aussi, il y en a qui ont un plus gros muscle cardiaque, donc c'est vraiment propre à chacun, là. Ça, c'est vraiment personnalisé. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Donc, juste vous dire, s'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, ben merci à tous là, pour votre présence. Puis n'hésitez pas non plus à me contacter ou que ce soit pour n'importe quelle question ou simplement pour entreprendre un changement de vos habitudes de vie, donc que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'entraînement, que ce soit pour la supplémentation. Si je n'ai pas la réponse, c'est sûr que je vais aller chercher. Il y a aussi Audrey, la nouvelle kinésiologue pour Urgence Santé. Donc maintenant, on est deux. Audrey est là à temps partiel. Donc, Audrey aussi est formidable. Donc, n'hésitez pas, c'est Audrey Lessard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire, que ce soit pour toute autre question qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. J'aime mieux que vous me demandiez si la dinde tranchée, c'est mieux que la dinde en un bloc. Il n'y a pas de mauvaises questions quant à moi, donc n'hésitez pas. Je vais faire le mieux que je peux pour vous répondre. Puis, n'oubliez pas que votre corps, c'est votre plus belle machine. Donc, mettez-y du temps, mettez-y de l'énergie, puis c'est sûr que vous allez avoir des beaux résultats par la suite. Puis, soyez constant et persévérant. Ça, c'est vraiment la clé du succès. Donc, merci beaucoup de votre présence. Puis, j'espère qu'on va pouvoir avoir la chance de se voir sous peu. Bonne journée.